va passer les 40 prochaines minutes à échanger sur l'état de l'art dans l'industrie vis-à-vis de la communication entre finalement nos clients et nos API, et des différents formats, et où est-ce qu'on pourrait imaginer aller ensuite, quelle autre trajectoire on pourrait prendre. Avant de commencer, je m'appelle François-Guillaume Ribreau, du coup. Je suis actuellement architecte et responsable des développements numériques chez Ouest France, où on construit une plateforme numérique pour le groupe. Si ça vous intéresse, je donnais une conférence là-dessus au Brest Camp il y a quelques mois. Et en parallèle de ça, je construis des SaaS, des Software as a Service, comme ImageChart. Donc pour ceux qui ont utilisé Google ImageChart, c'est exactement la même API, mais cette fois-ci, ce n'est pas deprecated. Redsmin, c'est un PHP-MyAdmin, mais pour Redis, on fait du monitoring et de l'alerting temps réel, etc. etc. N'hésitez pas à venir me voir après le talk, j'ai des stickers à partager. Et en parallèle de ça, je fais 2-3 autres choses, donc vous pouvez me retrouver sur GitHub à cette adresse. Avant de commencer, pour qu'on soit tous au même niveau, je vais faire un rapide historique sur les différents RPC, SOAP, etc. Donc on va commencer par RPC. RPC, c'est Remote Procedure Call. Et Remote Procedure Call, en fait, c'est simplement un principe. C'est un principe qui dit, je dois appeler un système externe sur une autre zone mémoire. Et pour ça, je dois connaître finalement le nom de la procédure ou le nom de la fonction, les paramètres, et ensuite voir s'il va me retourner ou pas un résultat. Donc ça a été défini en 1980 environ. Et c'est finalement le moyen de communiquer le plus simple entre un client et un serveur. Encore une fois, l'idée c'est que vous avez besoin de communiquer dans un autre espace mémoire, donc pas forcément d'ailleurs sur un autre serveur, mais ça peut être au sein d'une même machine, mais dans un autre espace mémoire. Et l'idée, c'est que ça demande que ce qui va vous proposer des tâches distantes puisse définir qu'est-ce qu'il a à vous offrir. Et donc ça, on appelle ça un Interface Definition Language, et c'est intéressant pour la suite. Donc là, l'IDL vous permet de définir finalement voilà, toutes les capacités que je t'offre. Et du coup, on a des implémentations assez connues. On a XML et RPC. Donc l'idée, c'est que quand on va devoir passer à travers le réseau, on va serialiser l'information. Donc on va la serialiser en XML. On va utiliser HTTP pour ça. On a JSON RPC, où l'idée, c'est aussi je vais serialiser à travers le réseau mon appel, et aussi je vais avoir mes résultats qui vont être serialisés en JSON. Et puis on a plein d'autres interactions, plein d'autres implémentations de RPC, puisque finalement, communiquer à travers le réseau, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc on a du Swift, pour les hipsters en ce moment c'est SGRPC, on a Avro, et il y a plein d'autres implémentations, et il y en aura plein d'autres encore. Et suite à ça, on a SOAP. SOAP, c'est Simple Object Access Protocol. C'est un peu le successeur de XML RPC. L'idée, c'est que vous allez échanger des informations avec votre serveur, mais uniquement en termes de messages XML. Donc c'est en fait des sortes d'enveloppes entre votre requête et votre réponse. Ça fonctionne avec n'importe quel type de protocole. Vous pouvez faire du SMTP avec du SOAP, ça marche. Il y a du XML partout. Et l'Interface Definition Language, c'est du WSDL, donc du Web Service Definition Language. Et c'est ce format-là, cette spécification-là que vous devez respecter pour pouvoir définir votre API, qu'est-ce qu'elle offre, quel format elle attend, quel format de retour elle va mettre dans vos réponses. Et ça, c'est arrivé en 1998. Donc c'est 18 ans après le principe RPC. Et si vous souhaitez vous lancer maintenant dans le développement d'une application SOAP, c'est peut-être pas le bon moment, puisque le groupe qui était en charge de la spécification a arrêté en 2009, donc 11 ans après le lancement de SOAP. Du coup, c'est peut-être pas intéressant de se lancer maintenant dans ça. Et puis SOAP, la majorité des développeurs à l'époque utilisaient, et utilisent encore, parce que l'industrie utilise encore du SOAP, utilisaient du HTTP, le protocole HTTP, pour le transport HTTP, pour faire du XML sur du HTTP. Et en fait, certains se sont dit, finalement, ce qu'on pourrait faire, c'est directement utiliser HTTP. Donc là, on a Rolf Fielding dans les années 2000, qui définit dans sa fameuse thèse, moi, je pense qu'il faut il faut mapper en fait finalement les ressources qu'on souhaite exposer en suivant le protocole HTTP. Donc c'est en mode request-response, je fais une requête HTTP, je reçois une réponse, on suit les verbes HTTP, on suit vraiment tout ce que nous offre le protocole HTTP, et c'est le serveur qui va choisir la représentation de la donnée en fonction de ce que le client aura souhaité avoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez sa thèse, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas défini de schéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de IDL, d'Interface Definition Language, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on définit rien en informatique? Eh bien, on a plein de pseudo-standards qui émergent d'un seul coup. Celui qui a gagné, il s'appelait avant Swagger, maintenant il s'appelle OpenAPI, et là on a tous les gros majors qui l'utilisent. Et en parlant de majors, quand REST est sorti, on a vu donc toute la bulle Internet partir sur REST plutôt que sur SOAP, c'est plus facile à accéder, c'est du HTTP, etc. Et Google et Facebook
ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vous proposaient, via un query param qui s'appelle fields, de sélectionner les paramètres que vous souhaitiez recevoir. Ça a plein d'avantages, ça permet finalement que le client ait plus de contrôle sur ce qu'il souhaite avoir comme information. On va réduire le payload qu'on va recevoir, donc du coup on va pouvoir avoir des performances supérieures, etc. etc. Donc là, du coup, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que déjà, il y a un début d'inversion de contrôle. C'est-à-dire que le client commence à pouvoir demander ce qu'il souhaite au serveur. C'est très limité, mais c'était un début. Et puis, en 2007, on a, pour ceux qui l'ont vu, Facebook qui sortait une API qui s'appelait Facebook Query Language. Alors c'est très classe de faire toujours le nom de sa boîte Query Language derrière, on va voir qu'il y en a d'autres. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une API GET, on faisait /FQL, et là on passait une requête SQL. Et cette requête SQL-là permettait de choisir quels étaient les types d'informations qu'on souhaitait récupérer de l'ensemble du dataset de Facebook. Donc là, ici, ça permettait de récupérer finalement tous les identifiants de mes amis. Et puis, un an plus tard, donc là, c'était lié à Facebook uniquement. Et un an plus tard, on a Yahoo qui sort Yahoo Query Language. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant parce que dès 2008, on était capable de faire une requête et de demander, tu vas me faire des jointures entre des flux RSS, un set de données Open Data, et puis des informations que je vais trouver dans telle ou telle API. Vous voyez venir la suite. Mais c'est très intéressant parce que dès 2008, on pouvait faire finalement YQL, c'était déjà une API de composition. Et puis Facebook, ils ne sont pas arrêtés là avec leur FQL. Ce qu'ils se sont dit, c'est on va directement définir un protocole. Donc ils ont défini un protocole qui suit le principe RPC, qui s'appelle GraphQL, et pour information, GraphQL n'est pas une base de données. J'ai entendu ça quelques fois. Et en GraphQL, on a 3 types d'opérations. On a fetch, on a subscription et on a mutation. Fetch et subscription, c'est pour aller faire de la lecture d'informations. Et ce qui est très intéressant par rapport à du REST, notamment, c'est que là, avec fetch, on est sur une approche request-reply, donc ce qu'on a habituellement avec du REST. Et puis sur subscription, on a request, et là on reçoit non pas une réponse, mais un stream. Donc là, du coup, on a un système, on peut écouter des événements, et donc le serveur peut envoyer des notifications push, etc. Et puis on a les mutations. Et les mutations, c'est l'opération d'écrire de l'information. Donc déjà, on a une séparation entre les lectures et les écritures. On se rapproche un peu du mouvement CQRS. Et ce qui est très intéressant avec GraphQL, c'est qu'on a une inversion de contrôle complète. C'est-à-dire que l'API ne fait que exposer des ressources, des fields avec chaque objet qu'elle expose. Et c'est le client qui choisit l'information qu'il souhaite. GraphQL, en fait, si on le résume, vous allez exposer finalement des éléments, et le client va pouvoir choisir la manière dont il va requêter ces éléments-là. Et ce que ça définit finalement, c'est l'ordre des requêtes. Est-ce qu'elles sont en séquentiel, est-ce qu'elles sont en parallèle? Donc ça, c'est un rapide historique entre ces différentes approches-là. Et ce qu'on voit en fait durant toutes ces années, c'est qu'on a une concentration de l'effort de l'industrie sur ce qu'il y a entre le client et l'API. Je ne sais pas vous, mais en tant que développeur, on n'a pas forcément envie de réinventer toujours les mêmes choses. Et pour peu que ça fasse plus de quelques années que vous soyez dans l'industrie, on voit qu'en fait ces formats-là émergent progressivement et que GraphQL il a encore plein de problèmes parce que la gestion des autorisations, la remontée des erreurs, etc., c'est des choses qui n'ont pas encore été résolues et que du coup on peut facilement prétendre que d'ici 5, 10 ans, il va y avoir un autre format qui va être encore plus intéressant, etc. Alors maintenant, quel est l'état de l'art pour faire une API? C'est l'approche 3 tiers où on a un client, une API et une base de données. Avant, on avait l'approche 2 tiers. L'approche 2 tiers, c'était le client qui communique directement avec la base de données. Mais la question qu'on doit se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on a imaginé cette couche d'API? Pourquoi on a une 3e couche? C'est simplement pour respecter un principe d'isolation, de séparation. En fait, l'API, la couche d'API, la couche de service, en fait, c'est un layer d'indirection, c'est-à-dire que ça me permet au client d'avoir que connaissance de la couche d'API et de pouvoir changer de manière autonome la modélisation de ma base de données, pour peu que je change aussi l'implémentation de l'API. Et de la même manière, ça me permet aussi de changer mon client sans avoir besoin de changer ma base de données. Si je connecte les deux directement, j'ai un couplage fort. Et là, l'approche 3 tiers, avec une couche data, une couche service et ma couche cliente, me permet du coup d'avoir des parties interchangeables. Si on commence à creuser dans ces 3 couches-là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la base de données, pour peu que ça soit une base de données relationnelle, et on voit que l'industrie commence à y revenir après toute l'épopée MongoDB, mais ça c'est un autre sujet, eh bien, après après cette phase-là, ce qu'on a, c'est qu'on a une base de données relationnelle classique dans laquelle on va avoir des tables. Donc les tables, on va stocker l'information, etc. Et on a aussi des vues. Les vues, quand on observe un peu ce qu'on fait en ce moment, les vues, on les utilise très peu. Mais les vues, en fait, c'est déjà un layer d'indirection. À partir du moment où on fait une vue, on est capable de faire totalement une abstraction par rapport à la manière dont les données sont stockées.
Et finalement, une API, quand on fait une requête et on reçoit une réponse, la réponse, c'est une vue sur les données. Quand on regarde au niveau des modèles d'une API, bah finalement, c'est ce qu'on a fait. On a remodélisé la manière dont vous voulez exposer l'information à l'extérieur. Il y a deux principes qui sont importants, en tout cas je pense en informatique, qui sont fondamentaux, c'est la séparation d'intérêts et une seule source de vérité, single source of truth. Et là ce qu'on voit ici, c'est que dès qu'on souhaite faire de la validation, par exemple on a un formulaire tout bête qu'on a côté client, on souhaite valider l'adresse email, bah, ce qu'on voit c'est que si on veut respecter les principes de base d'expérience utilisateur, on a ce qu'on appelle le principe de moindre surprise, donc c'est-à-dire que dès que la personne rentre une mauvaise adresse email, tout de suite je dois lui dire ton adresse email est incorrecte, donc là j'ai déjà un premier niveau de code au niveau de ma couche cliente, et puis je dois aussi valider ça au niveau de mon API, donc dès que j'ai une requête HTTP qui est faite sur mon API, je vais devoir vérifier que l'adresse email est valide, et puis au niveau de la base de données, si je vais jusqu'au bout, normalement je devrais aussi avoir de la validation, parce que chaque couche, on ne fait pas confiance finalement aux couches du dessus. C'est normal. Au niveau de l'API, je ne fais jamais confiance à mon client. Pourquoi je ne le ferais pas au niveau de ma base de données? Donc là, on a dupliqué de l'information à 3 niveaux, et ça, c'est pas du tout efficace. L'autorisation, c'est un peu le même sujet. Notre base de données, elle est capable de gérer des rôles, c'est égal à des utilisateurs dans certaines bases de données, et des policies. Et puis quand je suis au niveau de ma couche API, je dois aussi implémenter de l'autorisation, avec des middleware, des filtres, peu importe finalement le framework qu'on utilise, je dois implémenter des autorisations. Et là aussi, on a une possibilité d'avoir une duplication d'informations entre ces deux couches-là. Donc un double travail pour nous. Et si on continuait comme ça, pendant un petit moment, j'enlevais pas mal de slides, eh bien, ici, on verrait qu'à ces différentes couches, on a de la duplication d'informations, et la duplication d'informations en informatique, on sait qu'on n'est pas dans la bonne direction. Alors ici, vous avez un spectre qui représente toutes les API qu'on peut créer dans le monde entier. Okay. D'un côté, on a les API que je considère uniquement de persistance d'informations. C'est-à-dire une API où la seule chose que vous allez faire finalement, c'est persister d'informations en base de données. Okay. Je vais vous demander de lever la main, tous ceux qui développent quotidiennement, qui font que ça, le développement d'API, où vous ne faites uniquement de la persistance d'informations sur une base de données. On a quelques mains de levées. Maintenant, je vais vous demander à d'autres de lever la main si vous développez quotidiennement uniquement des API qui ne communiquent jamais avec des bases de données. Là, il n'y a personne. Et ensuite, je vais vous demander de lever la main si vous faites des API qui, majoritairement, un bon 80% du temps de ce qu'elles font, c'est de la persistance d'informations dans une base de données. Et les 20% restants, c'est contacter tel ou tel service externe, etc. Bon, il en manque parce qu'entre normalement il va y avoir le reste. Mais ce qu'on observe, c'est que 90% du temps, 80% du temps, ce qu'on fait en fait, c'est simplement des API CRUD. C'est aller lire et écrire de l'information. Et effectivement, dans cette partie-là, eh bien, on a une petite partie où on va contacter des services externes. C'est fou en fait de réaliser ça et de se dire qu'on duplique pas mal d'informations à ces différents niveaux en fait. Et moi, ce qui va m'intéresser dans ce talk, c'est de me concentrer sur cette partie-là. Ce qu'on voit, c'est que la majorité de l'effort qu'on met actuellement, il est plutôt au niveau de la couche API. Et ce que je vais vous demander d'ouvrir votre esprit le temps de quelques minutes, c'est de voir si on pouvait mettre un peu plus de connaissances au niveau de la couche data pour avoir plus de levier sur les couches supérieures. Parce que c'est ce qui est très intéressant avec l'approche par couche, c'est que plus vous mettez les choses à un niveau bas, plus vous avez des leviers sur les couches supérieures. Donc on va construire une API de persistance, donc nos 90%. Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'une entreprise que qu'on a co-créée il y a 2 semaines, qui s'appelle Motion Dynamics. Pour faire très simple, Motion Dynamics, c'est une API qui rentre dans ces 90% et qui permet à nos clients de demander des générations de vidéos. Sauf qu'en fait, ils connectent leur CRM, ils nous demandent 15 000 générations de vidéos en parallèle, et nous, dans moins d'une minute, on leur retourne les MP4 générés en fonction de tel et tel paramètre, etc. Ils peuvent personnaliser les textes, etc. Bon. Ben, cette API, en fait, c'est une API classique de persistance. J'ai une requête HTTP qui rentre. Mon framework, ou alors si je fais ça vraiment très bas niveau, va devoir faire les différentes opérations, c'est-à-dire vérifier l'autorisation, enfin d'abord authentifier, vérifier l'autorisation, parser la requête, valider la requête, communiquer avec la base de données, donc générer une requête SQL, recevoir le résultat, parser le résultat, etc. et renvoyer ça au client. Notre job, si on prend du recul, c'est toute la partie en bleu. C'est-à-dire que je dois à la fois implémenter l'API et à la fois modéliser mes données. Mais si on résume, en fait, ce qu'on fait, dans nos 80% du temps, c'est du HTTP sur du SQL. On fait du mapping HTTP SQL, SQL HTTP. Je vais vous montrer un peu comment c'est modélisé la base de données, et je vais prendre pour ça l'exemple de PostgreSQL. Alors si vous avez des questions, mais pourquoi PostgreSQL, pourquoi pas MariaDB ou MySQL,
On n'aura pas le temps d'échanger ça, mais je serai disponible après si vous voulez qu'on en parle. Ce qu'il faut retenir en PostgreSQL, c'est qu'une base de données, elle peut avoir plusieurs schémas. Et un schéma, qu'est-ce que c'est? Ça comprend des objets de la base de données. Et des objets, c'est quoi? C'est des tables, des vues, des procédures stockées, etc. Donc ici, j'ai 3 schémas. J'ai un schéma Authentication qui va contenir mes tables user, etc., login, password et tout ça. J'ai une table thème qui va contenir finalement les thèmes que nous on met à disposition de nos clients. Et puis j'ai une table, pardon, j'ai pas une table, j'ai un schéma. Et j'ai un schéma vidéo qui va contenir les différentes tables qui sont relatives, qui vont enregistrer toutes les générations vidéo qui ont été faites, etc. Et enfin, j'ai un autre schéma qui s'appelle V10, bizarrement, vous sentez le coup venir, et qui contient à l'intérieur uniquement, et ça c'est une règle qu'il faut suivre, uniquement des vues et des fonctions stockées. Et ça c'est important parce que ces vues et ces fonctions stockées en fait ne font que des liens vers ce que je considère mes schémas privés. C'est-à-dire qu'en fait là je viens déjà de faire une couche d'abstraction. Mon schéma V10, si je l'exposais à l'extérieur n'aurait pas connaissance de la manière dont sont modélisées mes données à l'intérieur de mes schémas privés. Ben, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Alors je prends un exemple ici, mon objectif c'est vraiment pas de vendre tel ou tel techno, ce qui est important c'est les principes sous-jacents. Ici je prends l'exemple de Postgres qui est développé en Haskell, extrêmement performant. Vous le lancez, c'est un binaire, vous le lancez, vous ne vous souciez pas, il est même disponible en conteneur, on le lance, on lui dit tu te connectes à telle base de données PostgreSQL et tu vas exposer à l'extérieur tel schéma. Donc là ici j'expose le schéma V10. Et ce que fait ce Postgres, c'est qu'il va générer une API REST et je vais pouvoir du coup avoir accès à mes différentes ressources. Alors ici, normalement, à cet endroit du talk, tout le monde se dit « Oula, mais moi, en cours, on m'a jamais dit ça, on m'a dit que c'était une très mauvaise idée de stocker des informations au niveau de la base de données, de mettre mes règles métiers au niveau de la base de données. En plus, on peut pas tester, on peut pas versionner les informations au niveau de la base de données, c'est une catastrophe. Et j'expose directement ma base de données à l'extérieur. » Je vous demande juste de me suivre là-dessus. On va répondre à ces différentes questions. Mais si on résume ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de connecter un binaire au schéma qui s'appelle V10, et ça m'a généré mon API REST. Okay, alors du coup, comment ça marche? Les vues sont directement accessibles en termes de ressources. Donc la ressource, c'est le même nom que la vue. C'est-à-dire que /vidéo, c'est ma vue vidéo. Et quand je fais un get dessus, j'ai accès à toutes les informations qui sont disponibles dans la vue vidéo. Aucune sécurité pour l'instant. Et puis, au niveau des opérations d'écriture, vous l'avez vu, avec GraphQL, il y a une séparation entre les opérations de lecture et des écritures. Ça ne change pas ici. On a /rpc, et là je peux définir le nom de ma procédure stockée ou de ma fonction stockée. Et quand je vais l'appeler en post, dans le body, je vais pouvoir passer en JSON les paramètres qu'elle attend. Alors comment est-ce qu'on gère les projections, le filtrage et l'ordonnancement? Eh bien là, par exemple, si je fais un get sur /themes, et je lui dis, donne-moi tous les thèmes qui ont plus de 1000 téléchargements, et dont la colonne calculée, parce que là en fait c'est une colonne, mais d'un point de vue utilisateur c'est juste un attribut, eh bien ça m'appartient, c'est moi qui ai créé ce thème-là. Et donc là on a un pseudo-langage qui existe. Et puis vous vous souvenez du field tout à l'heure? Eh bien là on a select. Select, c'est comme le select en SQL, c'est pour faire une projection. Et donc là ça me permet de sélectionner uniquement finalement les attributs qui m'intéressent. En réalité c'est des colonnes, mais les colonnes et les attributs ici c'est la même chose. Et ce que je peux même caster downloads pour dire finalement je le veux en texte. Vous pouvez aussi requêter dans du JSON. Donc, encore une fois, le mouvement du MongoDB vers PostgreSQL parce qu'on a JSONB, etc. Là, ici, vous le retrouvez aussi. Pas besoin d'avoir du Mongo pour faire ça. Et puis, là, ça devient intéressant. Si vous plissiez un tout petit peu les yeux, on a un début de GraphQL. C'est-à-dire qu'on a la capacité de faire une requête et le client peut dire « Donne-moi tous les thèmes. Et pour ces thèmes-là, je veux uniquement l'ID, l'identifiant et le nom. Et en plus, je veux les générations vidéo associées à ce thème-là. Et pour chacune de ces générations, je veux uniquement le created@. Et en plus de ça, tu vas m'ordonner les éléments. Ça, c'est assez intéressant comme capacité déjà. Sans coder, on a juste exposé des vues et des fonctions stockées. Et on a directement accès à ça. Alors, c'est pas très sexy, le /rpc /video generation. On a peut-être envie plutôt de faire un post sur /generation. Mais on ne peut pas écrire sur une vue. Mais en fait, on peut le faire. Il y a ce qu'on appelle instead of. Donc en fait, je peux créer un trigger sur ma vue qui va appeler pour chacun des éléments que je vais envoyer en post, eh bien, je vais pouvoir exécuter video.mutation generation trigger. Alors du coup, on arrive dans le sujet des triggers. Alors donc là, ici, on a un trigger qui est écrit en SQL. Effectivement, le SQL, ça vaut ce que ça vaut quand on écrit des fonctions. Mais on est en 2018, et en 2018, on est capable de faire
attention, ça va choquer, du JavaScript directement dans PostgreSQL, parce qu'on peut embed V8, on peut faire du Python, on peut faire du Java, on peut faire du TCL, et peut-être qu'un jour on pourra même faire du Rust, ce qui serait super. S'il y a l'un d'entre vous qui veut faire PL Rust, ça serait super. Donc exposer du Rust à l'intérieur de ma fonction. Donc vous prenez finalement le langage qui vous intéresse. Si on regarde au niveau des performances, parce que là il y a beaucoup d'entre vous qui doivent se poser la question, mais au niveau des performances, ça doit être une catastrophe finalement d'exposer sa base de données comme ça. Il ne faut pas oublier quand même que là on est dans les 90%, c'est-à-dire que la majorité de mes requêtes déjà tapent sur la base de données en réalité. Eh bien ici, si je développais moi-même mon API sans passer par ce que je viens de décrire, sur une réponse de base de données PostgreSQL, on a un retour de PostgreSQL, on a une désérialisation de ce que m'a redonné PostgreSQL, on a une sérialisation dans un format de données interne, et puis ensuite on a une resérialisation, par exemple en JSON, pour envoyer ça au client. Pas très efficace, sérialisation, désérialisation. En PostgreSQL, vous pouvez faire une requête et lui demander directement de vous retourner du JSON. Et ça c'est intéressant parce que l'encodeur JSON en PostgreSQL il est écrit en C. Et si vous faites un benchmark entre votre langage favori, alors à moins que ça soit C, bien sûr, votre langage favori ou un autre langage de bas niveau, mais si votre langage favori c'est du Java, Python, Ruby, Go, etc., eh bien, il y a de fortes chances que ça soit plus performant de faire ça, parce que vous n'avez qu'une seule sérialisation, que de le faire dans votre langage. Et c'est plus performant au passage, enfin vous avez vu sans doute les autres parties. Bon, pour le versionning, comment est-ce qu'on gère ça? Parce qu'on veut versionner son API, on veut avoir gérer l'augmentation de version. Eh bien en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer un autre schéma. Donc là, ici, je vais pouvoir l'appeler V2.0 parce que c'est un breaking. Et puis, je vais avoir un autre Postgres qui va être dessus. Et puis, de l'extérieur, je vais pouvoir exposer mes deux Postgres sur mes deux versions d'API. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un monde où, ici, où je peux directement avoir mes migrations et du coup, modifier la manière dont c'est modélisé dans mes schémas privés et changer aussi mon V1.0 pour qu'il continue à mapper là-dessus et être backward compatible tout du long. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de sécurisation. Comment est-ce que je gère l'authentification? L'authentification en Postgres et dans les autres projets que je vous montrerai ensuite, c'est fait en JWT, donc JSON Web Token. Vous passez la JWT. Si elle est valide et qu'elle contient un rôle qui est déjà présent dans la base de données, votre requête SQL qui va être exécutée sur la base de données pour cette requête HTTP va être faite avec le rôle de la JWT. Si vous n'avez pas passé de JWT, alors la requête va être exécutée en tant qu'anonyme. Si on s'arrêtait ici, avec ce qu'on sait habituellement sur les bases de données et la gestion de l'autorisation, bah finalement, ça nous permettrait simplement de dire tel rôle, il a accès en select ou pas sur la base de données, mais ça s'arrêterait là. Alors comment est-ce qu'on fait pour spécifier un utilisateur ne peut voir que ses propres générations vidéo, par exemple? Eh bien, donc là, ici, on a la gestion des rôles, je passe un peu là-dessus. Comment est-ce qu'on gère les autorisations? Depuis PostgreSQL 9.5, on a ce qu'on appelle le Row Level Security. Initialement, ça vient d'Oracle, cette partie-là, ce qui n'est pas forcément sexy de dire ça. Mais l'idée, c'est de dire, quand vous activez sur une table Row Level Security, à cet instant, tout est fermé. Et c'est le modèle de sécurité le plus viable qu'on connaisse, c'est le modèle de sécurité Firewall. Je ferme tout, et ensuite je décide quoi ouvrir. Et si on prend un tout petit peu de recul, quand on développe une API nous-mêmes à la main, ce qu'on fait en fait, c'est que tout est ouvert, et ensuite on va mettre des filtres pour fermer, des filtres ou middleware, pour fermer telle ou telle partie. C'est bien moins efficace en termes de modèle de sécurité. Et là maintenant, on va créer une policy. Déclarativement, je vais dire, bah, voilà ce que je souhaite ouvrir ou pas. Donc là, je crée une policy sur ma table, qui est ma table privée, video.generation. Et encore une fois, pourquoi je mets ça sur ma table privée? Parce que j'ai des effets de levier. Plus je mets ça sur les couches basses, ma sécurité, plus je suis tranquille sur les couches hautes. Peu importe du coup qui va faire la requête select ou qui va faire la requête update, eh bien je suis sûr que ça sera toujours actif. Et ce que je souhaite, c'est dire, finalement, il n'y a qu'un utilisateur qui peut voir ses propres générations et l'admin peut tout voir. Donc là, j'utilise le mot-clé qui s'appelle using, et ce que je vais préciser ensuite va être automatiquement ajouté par la base de données sur toutes les requêtes select qui seront faites sur cette table-là. Peu importe que ce soit dans une jointure ou autre, c'est géré par la base de données. Et là, ce que je décris, c'est si la personne, son rôle, c'est vidéo requester, eh bien, tu t'assures que la colonne user ID soit égale à l'identifiant de l'utilisateur. Et donc là, ça va filtrer, finalement, comme on est dans un where, ça va filtrer les tuples uniquement pour retourner ceux qui sont de cet utilisateur-là. Sinon, si le rôle est admin, bah finalement c'est un peu égal 1 égale 1, quoi. Donc je vais tout avoir. Donc ça gère les select, et puis quand je vais vouloir gérer les opérations d'écriture, moi ce que j'ai spécifié ici, c'est seulement l'admin peut modifier les générations des autres. Peut créer des générations, etc. Parce que on a un worker derrière qui génère ça, donc voilà. Et là pour ça, on va utiliser le mot-clé qui s'appelle withCheck. Et là je dis simplement, faut que le rôle soit admin. Et donc tout ce qui est les opérations d'écriture, insert, update, delete, ça sera validé par la base de données. Peu importe si c'est dans une jointure ou autre, tout ça sera géré pour moi. Et là, en 3 lignes de SQL,
avec un modèle de sécurité bien plus performant que ce qu'on retrouve sur les couches d'API, eh bien, et avec une approche déclarative, qui est bien plus efficace que l'approche impérative, ça c'est un autre sujet encore, j'ai enregistré dans ma base de données ma règle métier qui me permet de définir l'accès à cette ressource-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai même les commentaires qui ont été enregistrés. Donc du coup, sur l'autodocumentation, j'ai besoin de lister le schéma, je fais de l'introspection sur mon schéma de données, et je suis capable de savoir qui a accès à quoi, etc. Petite parenthèse, entre la programmation impérative et la programmation déclarative, la programmation impérative, c'est de dire à la machine, tu dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc on crée des curseurs pour faire des boucles, etc. C'est un peu l'approche très bas niveau à l'ancienne. Ou alors il y a l'approche déclarative, qui est finalement tout le mouvement aussi de la programmation fonctionnelle. C'est je ne dis pas à la machine, voilà ce que tu dois faire, je dis à la machine, voilà ce que j'attends. Et là je dis à la machine, je lui ai dit en SQL, moi j'attends ça, ça c'est mes règles. Après je compte sur les couches du dessous pour gérer ces règles-là. Alors comment est-ce qu'on gère, parce que là pour l'instant ça ne nous gère que la persistance, comment est-ce qu'on gère finalement tous les échanges avec les services externes? Dans mon exemple, Motion Dynamics, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a une opération de demande de génération de vidéo, eh bien, on doit contacter un worker qui gère toute la ferme de rendu pour aller ensuite générer la vidéo. Donc il faut bien que je le contacte, ce worker. Comment je fais? Depuis PostgreSQL 9.2, on a ce qu'on appelle PG Notify. En d'autres termes, vous avez déjà du PubSub dans votre base de données. Ça, c'est assez cool. Et avec PG Notify, vous mettez ça dans une procédure stockée ou directement appelée depuis un trigger, et ça vous permet d'envoyer un événement. Et un simple client PostgreSQL va être capable d'écouter sur cet événement-là et après faire ce qu'il souhaite. On verra ça plus tard. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous utilisez PG Notify dans un trigger, et ce trigger-là est appelé sur toutes les opérations d'écriture sur toutes vos tables, vous venez d'implémenter en quelques lignes de SQL du CDC, du Capture Data Change, et donc vous êtes capable d'écouter toutes les mutations qui sont faites sur base de données. En d'autres termes, vous avez implémenté l'historisation en quelques lignes de SQL. Et donc de l'auditabilité. Alors initialement, j'avais développé un gateway en Rust qui permettait de se connecter à PostgreSQL, d'écouter les événements et d'envoyer ça sur RabbitMQ. Mais le co-créateur de Postgres a fait encore mieux, il a repris le programme et il l'a bien amélioré. Donc ça s'appelle PGMQP Bridge. Et donc ça vous permet en fait, alors ça consomme, l'empreinte mémoire bien sûr est extrêmement faible, et ça vous permet en fait de transférer tous les événements que vous envoyez via PG Notify directement sur du RabbitMQ. Alors d'autres questions se posent. Mais comment est-ce qu'on gère le rate limit, les headers, le monitoring, le tracing et la logique custom? Parce que ça, on ne peut pas la gérer au niveau de Postgres, on ne code rien dans Postgres. En fait, il faut simplement respecter l'un des deux principes fondamentaux en informatique, encore une fois, c'est la séparation d'intérêts. Est-ce que c'est le rôle de Postgres, qui est un simple mapper HTTP SQL, de gérer tout ça? La réponse c'est non. La réponse c'est que je dois faire ça sur une couche au-dessus. Et ce n'est pas le rôle de toutes mes API d'implémenter ça. Parce que dès qu'on fait du microservice, et ça marche en microservice, ce que je viens de décrire, rien ne nous empêche de faire du microservice avec ça. Ici, je n'ai pas besoin d'implémenter, peu importe dans les différents langages de programmation qu'on utilise dans l'entreprise, d'implémenter différentes librairies pour gérer le tracing, le rate limiting, etc. Progressivement, ce qu'on voit dans l'industrie, c'est qu'on enlève de plus en plus d'informations de l'API pour mettre ça à l'extérieur. Ça passe en 2017 par l'orchestration avec Kubernetes. Et maintenant, ce qu'on voit en 2018, c'est qu'on se dirige vers le service mesh, où l'idée, c'est que devant chacun de mes microservices, eh bien, je vais avoir un proxy qui, lui, va gérer toutes les requêtes, qui va me permettre d'avoir ces capacités-là de rate limit, donc de gestion du trafic, de monitoring, de tracing, etc. Donc là, ce que j'ai utilisé moi dans mon projet, c'est Nginx OpenResty. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que si 2017 c'était l'année de Kubernetes, 2018, ça sera sans doute l'année de Istio. On lance les paris. Donc là, ici, comment ça marche maintenant une requête? J'ai mon OpenResty, donc c'est un Nginx, mais dans lequel vous pouvez hooker du Lua, mais vous pouvez hooker n'importe quel autre langage, c'est comme vous le souhaitez. On reçoit une requête HTTP, on peut se hooker sur cette requête-là, les transférer sur Postgres, donc ça, vous pouvez mettre ça sur la même node, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y aura pas de latence supplémentaire. Et ensuite, Postgres va contacter la base de données PostgreSQL avec le bon rôle de la personne qui est à la JWT. Puis, s'il y a un événement qui est émis, PGMQP Bridge va prendre cet événement-là, l'envoyer sur RabbitMQ, et là, avec RabbitMQ, ou notamment avec WebStomp WebSocket, vous êtes capable d'avoir du WebSocket directement dans vos clients et de recevoir les changements de base de données en temps réel. En gros, ce qu'on fait du Meteor, on peut faire ça assez simplement avec ça, sans avoir besoin d'avoir plein de hooks sur MongoDB. Et moi, ce que j'utilise ici, finalement, c'est une queue RabbitMQ, un worker derrière, et après, ça contacte la ferme de rendu sur Google Cloud. Et du coup, une fois que la donnée est persistée ou qu'elle a été lue, eh bien, PostgreSQL retourne en JSON l'information à Postgres, qui lui fait un passe-plat direct, remonte ça à OpenResty. Là, je peux encore me hooker sur la réponse. Si je veux avoir des métadonnées supplémentaires, je peux le faire. Et ensuite, le client reçoit ça.
Alors, il y a toute une notion de documentation. Ce qui est très intéressant, c'est que la documentation, c'est quoi? C'est se baser sur un schéma. Vous vous souvenez d'une interface definition language? Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dès la base de données, j'ai déjà un schéma. Et donc, je suis capable de faire l'introspection sur ce schéma-là. Je peux mettre des commentaires sur les colonnes, je peux mettre des commentaires sur les tables. Et en réalité, je peux déjà générer automatiquement ce type de format. Et c'est ce que fait Postgres. Il va lire le schéma et générer de l'OpenAPI, du Swagger OpenAPI. Donc là, ici, sur api.motiondynamic.tech, la seule chose que je fais, c'est que je contacte Postgres, je lui demande donne-moi le schéma. Et donc il y a une route spéciale là-dessus, c'est la route slash. Et j'utilise Swagger UI pour afficher les informations. Et j'ai pas eu besoin de coder quoi que ce soit là-dessus. Je l'ai fait qu'à un seul endroit de mon système, la documentation. Comment est-ce qu'on gère les code review, les tests? Ça aussi, c'est des questions qui sont souvent posées. C'est juste du SQL, c'est du texte. Donc on peut le versionner simplement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que j'utilise pour les tests, alors, soit vous êtes à un niveau très bas, c'est-à-dire le unit test, et là, vous pouvez faire en SQL du SQL qui teste du SQL. Ça peut sembler un peu hardcore, mais c'est intéressant dans certains cas parce que vous avez déjà des matchers qui sont disponibles dans pgTap et vous allez pouvoir vérifier les droits, les autorisations, etc. C'est beaucoup plus simple à faire. Mais sinon, si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez votre stack traditionnel. Donc là, ici, moi, initialement, avant de faire du rush, je venais plutôt du monde Node.js. Donc on a du JS et du super test. Et en fait, ce que je fais, c'est que je lance la stack en local et je requête directement en mode boîte noire sur mon API et je regarde si ça marche en fonction de tel JWT, etc. Si j'ai bien les bons retours, etc. Alors le gros point qui est fondamental, mais ça on l'a déjà de toute façon dès qu'on développe une API de persistance, c'est de gérer les migrations. Comment est-ce qu'on gère les migrations? Ici, comme on fait que du SQL, on n'a pas de langage associé, eh bien, un système de migration assez connu s'appelle Skitch, qui me permet de générer mes migrations. Et là, on a un petit problème parce qu'on est en 2018, et en 2018, on doit encore, dans la majorité des systèmes, écrire nos migrations à la main. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des produits qui sont, enfin des projets open source qui sont en train d'être créés, notamment EPGDiff, qui est un petit utilitaire Java, et qui va vous permettre de faire un diff entre votre base de données cible et la base de données, le modèle de la base de données que vous avez actuellement. Et il va vous pré-générer les migrations. Donc vous avez besoin de vérifier que tout est bon, et ensuite vous allez pouvoir les utiliser. Donc ça peut gagner du temps. Comment ça marche l'environnement de développement? En fait, en local, donc là, en ce moment c'est du Docker, j'ai du Docker j'ai containerisé l'intégralité du Postgres, du PostgreSQL, etc. J'ai un watch sur mon SQL, et automatiquement, dès que le SQL est modifié, ça me réinjecte le SQL dans la base de données, et j'ai mes tests derrière automatiques qui s'exécutent. Donc je peux faire du TDD tranquillement, juste implémenter mes tests au niveau sur mon API, et ensuite modifier le SQL pour que ça matche. Puis une fois que ça c'est bon, je push ça sur GitLab, les GitLab CI run les tests fonctionnels, testent les migrations, et ensuite j'ai l'application d'immigration sur la production, plus le rolling update sur le Postgres et l'OpenResty. Encore une fois, pour scale ça, le Postgres et OpenResty, en termes Kubernetes, ça serait dans un pod, et je pourrais scale mon pod comme je souhaite, et ma base de données de la même manière. Alors là, je vous ai parlé de REST, et du coup, l'idée, c'est de se dire, mais bon, c'est REST. Là, maintenant, la nouvelle tendance, c'est GraphQL. Demain, ça sera encore autre chose. Comment je fais? On suit la même logique, en fait. Il y a PostgREST et il y a Sub-Zero, pareil, écrit en Haskell, mais vous n'avez pas besoin de savoir le Haskell, hein, c'est juste un binaire qu'on lance comme ça. Et je vous verrai d'autres librairies, peut-être dans votre langage de programmation favori. Et Sub-Zero, en fait, il fait exactement la même chose que PostgREST. Il va se connecter au schéma, faire l'introspection et me générer mon modèle GraphQL. C'est assez cool, pas besoin de le coder. Et là, j'ai 2 API. Et c'est ce qui tourne en production. Si vous êtes dessus, vous pourrez tester ça. Bon, très bien. Donc j'ai juste eu besoin de travailler sur ma couche data et j'ai eu tous mes effets de levier au-dessus. Donc ça, voilà, ça c'est ce qui tourne en production. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a, en fait, on a toute la documentation. Et comme j'ai documenté une fois un endroit de mon système, donc au niveau des schémas, mes différents fields, enfin ce qu'on appellerait des fields en GraphQL, eh bien c'est remonté directement au niveau de mon schéma GraphQL. Donc j'ai la documentation qui va bien, etc. Donc cette philosophie de travailler sur les couches basses pour avoir plus de levier sur les couches hautes, il y a un peu de traction. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On a notamment PostgreSQL. PostgreSQL, c'est développé en Node.js. Et ça se connecte à du PostgreSQL. Et ça vous expose votre base de données en GraphQL. Donc rien ne vous empêche ici, pour le fun, d'avoir d'un côté Postgres, Sub-Zero, PostgreSQL. De toute façon, comme vous avez mis votre modèle de sécurité à la couche la plus basse, de toute façon, il n'y a aucun problème pour avoir plusieurs clients au-dessus. Puis on a Prisma, qui est développé en Scala, qui lui se connecte sur du MySQL et PostgreSQL, et qui vous expose aussi cette capacité d'avoir une API GraphQL. Du coup, on en revient à notre point initial, qui est et si le problème était ailleurs, et si on devait, plutôt que se concentrer sur l'échange d'informations entre le client et le serveur,
plutôt se concentrer finalement sur une couche plus basse, faire le travail une fois, et profiter ensuite de l'introspection pour générer les couches hautes. J'en ai pas parlé, mais la validation, ça rentre aussi là-dedans. En fait, les contraintes, c'est déclaratif, je les ai au niveau de ma base de données, et dès que je suis sur un modèle déclaratif, après, je peux générer ce que je veux derrière. Alors, pas toutes les contraintes, on est bien d'accord, mais une partie des contraintes, je peux déjà générer automatiquement finalement mes formulaires sur une couche plus haute. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, ok, j'ai ma base de données, j'ai mon API dessus, j'ai mon client, et mon API, finalement, ça va être une brique, soit PostgREST, soit GraphQL. Demain, ça sera encore quelque chose d'autre, etc., etc. Mais moi, je n'aurais pas perdu mon temps à réimplémenter ces différentes API.